Bonjour, bienvenue Madame, Mademoiselle, Monsieur, cette émission d'Ésotérisme expérimental, une émission un peu spéciale, étant donné les événements que vous connaissez sûrement, puisque tout le monde entier a parlé de ce qui s'est produit en Suisse et au Québec. Aujourd'hui, sur cette émission d'Ésotérisme expérimental, je vous présente le docteur Luc Jouret. Pendant une heure ou environ une heure, il va nous parler de sa démarche à lui. Qu'est-ce qui l'a amené à diriger l'ordre rénové du Temple, qui s'appelle aujourd'hui l'ordre du Temple solaire, ou disons qui s'appelait, puisqu'on sait qu'il y a eu un massacre, un carnage. Est-ce que c'est un suicide collectif? Est-ce que c'est une tuerie? Je ne sais pas si avec le temps on saura les détails des événements, mais plusieurs se demandent comment des gens intelligents, sains de corps et d'esprit, adhèrent à des sectes et se font embarquer dans des destins aussi tragiques que celui-là. Aujourd'hui, en écoutant ce que le docteur Luc Jouret nous a dit il y a de ça maintenant plus de 10 ans, puisque c'était en novembre 1983 que j'avais reçu le docteur Luc Jouret sur l'émission d'Ésotérisme expérimental, il nous parlait surtout d'homéopathie, puisque vous savez que le docteur Luc Jouret, d'abord, est docteur réellement, là, il pratique la médecine, mais il s'est spécialisé en homéopathie, qui n'est toujours pas reconnue ici au Québec. Et déjà en 1983, il transmettait des informations à des gens. Et des fois, je pense, on se dit toujours, moi, je ne me serais pas laissé embarquer par une secte. C'est à voir. Écoutez bien ces propos. Peut-être que vous aurez déjà pris des décisions avec ce que le docteur Luc Jouret va nous proposer au cours de cette émission. Docteur Jouret, j'aimerais qu'on précise d'abord votre titre, parce que vous êtes docteur Jouret, homéopathe, mais je pense que mondialement, vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'homéopathie. Vous avez un rôle. Mais écoutez, quand l'homéopathie, bon, comme tout mot humain, c'est un qualificatif, c'est un mot, vous savez, le mot exprime peu de choses. Encore que le verbe est créateur, je suis bien d'accord, mais le mot reflète en fait peu de choses et tout à la fois. Alors, se définir homéopathe, c'est très difficile, parce qu'on n'est jamais homéopathe, on le devient sans cesse. C'est une étude qui n'est jamais terminée. Est-ce que vous représentez une école d'homéopathie ou un collège ou... Bon, écoutez, j'ai fait mes études, j'ai eu la chance de les faire en Belgique et dans certaines écoles extrêmement organisées dans l'enseignement de la tradition, je dirais, de l'homéopathie, parce que, bon, nous nous opposons maintenant beaucoup, vu l'évolution des choses, comme dans tous les domaines d'ailleurs, et ça nous y reviendrons peut-être en fonction de ce que j'ai entendu tout à l'heure, il est clair qu'il y a une tradition qui est basée sur l'application de lois irréversibles, indestructibles, de lois universelles d'expression de la conscience et de la vie, bon, lois qui ont été, si vous voulez, découvertes et appliquées au départ, et expliquées et démontrées dans une application scientifique, de facto par là, si vous voulez, l'application directe de l'homéopathie sur des sujets bien importants, parce qu'il faut expliquer aussi comment elle a été trouvée. Donc, oui, j'ai eu cet enseignement dispensé donc par des écoles, mais j'ai eu aussi beaucoup la chance d'avoir surtout un vieil homéopathe d'une valeur absolument inestimable, qui a maintenant 80 ans, qui travaille toujours 15 heures par jour, qui a 50 ans d'homéopathie derrière lui, c'est un chirurgien qui travaillait en Afrique, qui avait un hôpital de 200 lits là-bas, qui faisait tout par homéopathie. C'est vous dire qu'il a une expérience pratique de l'homéopathie absolument extraordinaire. Et je vous assure que quand on reçoit un enseignement avec cet être-là, qui travaille silencieusement dans une ville de Belgique, puisque, comme tout être qui connaît ou qui a un aperçu vrai des choses, il est bafoué, je vous assure que je suis très ému quand j'en parle, parce que je lui dois énormément. Je lui dois énormément, notamment dans ma démarche, parce qu'il m'a appris énormément de choses. Est-ce que vous pouvez nous donner son nom? Je ne sais pas si vous faites la publicité, il ne serait d'ailleurs pas d'accord que je la fasse. Non, il ne veut pas qu'on en parle. Mais rassurez-vous, sa clientèle vient de partout dans le monde, alors il a suffisamment de quoi vivre. Ah, c'était pas sur le plan publicité, mais c'était sur le plan qu'on ait un nom qui nous signifie quelque chose dans l'avenir, et si jamais on l'entend prononcer par quelqu'un d'autre, on saura de qui il s'agit. Oui, c'est le docteur Links de Bruxelles, mais ceci dit, il y a bien d'autres médecins avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et de la part desquels j'ai eu l'occasion de recevoir un enseignement. C'est entre autres les médecins d'Amérique latine tels que le docteur Ortega
de Mexico, le docteur Mazzi de Buenos Aires, le docteur Pasquero de Buenos Aires, qui sont des êtres absolument extraordinaires, des êtres fabuleux, qui sont en train de transformer l'humanité qu'ils contactent. Ça, je vous assure. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais on atteint des niveaux de discussion avec ces gens-là qui rejoignent un peu, qui pourraient expliquer pourquoi j'ai accepté certaines fonctions, notamment dans la résurgence d'un ordre tel que l'ordre rénové du temps, parce que ça va très loin, l'homéopathie. Vous vous rendez compte que dès lors qu'on approche l'homme, non pas par rapport à son entité physique, mais par rapport à ce que, si vous voulez, la qualité de vie qu'il a en lui, ça nous force à aller au-delà de la conception matérielle des choses. Et il est clair, par exemple, que si on analyse au microscope, si on prend un morceau de tissu, un morceau de peau au microscope électronique, vous savez que tout est du vide. Vous allez avoir du vide, vous allez avoir des cellules. La cellule, c'est un noyau avec une membrane cytoplasmique et du protoplasme, tout ce que vous voulez, mais c'est du vide. Si vous prenez un noyau, c'est un agrégat de vide, différentes des mitochondries, des vacuoles, etc. Donc, c'est de nouveau des organiques qui nagent dans un milieu ambiant. Et si vous voulez, plus on va vers l'infiniment petit, plus on retrouve, vous le savez comme moi, la physique le démontre à suffisance aujourd'hui, nous arrivons au stade de l'atome. Vous savez qu'une molécule, c'est un agrégat d'atomes. Prenons le chlorure de sodium. C'est un agrégat, enfin c'est une union entre un atome de sodium et un atome de chlore. Bon, eh bien, si on prend l'atome, qu'est-ce que c'est l'atome? C'est un noyau, dont on connaît maintenant les caractéristiques physiques d'une façon sûre, clairement établie, et c'est autour de ce noyau circulent des électrons. Or, qu'est-ce que c'est que des électrons? Tout le monde en accepte la réalité. Et qu'est-ce que c'est qu'un électron? C'est une probabilité magnétique. Il n'y a rien de matériel dans un électron. On n'a jamais photographié un électron, mais on sait qu'il existe et qu'il tourne sur des couches bien précises. Et ça, on l'accepte en physique. Et on décrit l'homéopathie parce que ce n'est pas scientifique, mais ça, nous y reviendrons. Or, si on accepte le principe, si vous voulez, la probabilité d'existence de l'électron, et vous verrez jusqu'où on va en physique, on est en train de démontrer maintenant par la physique moderne toutes les lois qui sous-tendent l'homéopathie, grâce à Charon et à toute son équipe d'études. Bon, eh bien, l'électron, il y a autant d'espace entre le noyau et l'électron qu'entre la Terre et le Soleil. Proportionnellement, nous le savons. Ce qui signifie, lorsqu'on médite sur l'enseignement de l'homéopathie, et surtout lorsqu'on médite au départ de l'expérience d'un homéopathe, qui, lorsqu'il travaille 14 heures par jour, voit de véritables, ce qu'on appelle miracles, et qui pour nous n'en sont plus, puisque nous cernons un peu le problème. Je dis un peu, parce qu'il reste beaucoup d'inconnus, et heureusement, sinon l'homme n'aurait plus de raison d'être. Nous sommes émerveillés par la science, je dirais occulte, qui se manifeste dans un homme. Et nous ne pouvons pas isoler l'homme, et c'est pour ça que je dis médecine de l'homme totale, nous ne pouvons plus, en tant qu'homéopathe, considérer un patient devant nous comme étant un être qui est isolé d'un monde dans lequel il vit, puisque, de par la définition des choses, lorsqu'on approche l'infiniment petit, et nous l'approchons quotidiennement par le truchement de nos dilutions infinitésimales, automatiquement, nous devons, si vous voulez, nous rendre compte et percevoir les vérités premières qui ont toujours été émises, notamment par Hermès, comme quoi le macrocosme est dans le microcosme, et inversement. C'est-à-dire que, je vous assure, mais c'est un sujet de discussion extrêmement vaste, mais l'homme que vous êtes, l'homme ou femme, je parle de l'homme en tant qu'entité humaine. Et quand les gens réagissent en disant « oui, mais moi je suis une femme », alors là c'est toute une discussion sur si vous voulez, sur la symbolique de la bipolarité de l'homme unique. Et alors, c'est le départ d'ailleurs de toute la fonction trimiasmatique de la société humaine. Mais ça nous mènerait dans un enseignement qui est beaucoup trop poussé. Mais je vous certifie que les choses sont comme ça. L'homme et la femme, c'est les deux complémentaires, les deux polarités dont on a besoin pour que le courant passe, pour que l'énergie s'écoule. Bien, l'homéopathe se doit de laisser parler en lui un appel vers cette connaissance. Et nous allons très loin. Et nous vérifions effectivement par le jeu d'application des lois qui sont immortelles. C'est pas moi qui les ai inventées. C'est comme les lois de la guérison dont je veux bien vous parler. C'est pas moi qui les ai inventées. C'est Paracelse qui les a trouvées, puisque c'est en fait le véritable fondateur. Et comme par hasard, Paracelse n'était quand même pas n'importe qui. Hein? Et quand on lit les œuvres de Paracelse, qu'est-ce qu'il fait, Paracelse? Il ne fait que relier l'homme au cosmos. Eh bien, l'homéopathe ne peut pas ne pas relier l'homme au cosmos.
Car je vous assure une chose, c'est que dans notre type d'interrogatoire, systématiquement nous décortiquons les gens. Et j'apprends, et vous apprendrez, si un jour vous avez la chance d'avoir un interrogatoire vrai en homéopathie, combien par exemple vos règles sont dépendantes du cycle lunaire. Vous avez des cycles menstruels de 28 jours chez les femmes. Le cycle de la lune, c'est combien? C'est 28 jours. Alors, suivant que vous avez des cycles en avance ou des cycles en retard, ça signe des dérèglements. Ça signe des dérèglements non pas au niveau de vos ovaires, parce que si vos ovaires sont perturbés, c'est qu'il y a une raison beaucoup plus profonde. Ça signe un dérèglement au niveau de ce principe vital qui est en déséquilibre avec des lois cosmiques, lois qui vous sont automatiquement, sous lesquelles vous êtes desquelles vous êtes automatiquement dépendante de par le moment où vous naissez et l'endroit où vous naissez. Et tout ça, nous sentons et nous connaissons, je dirais presque physiquement, je dirais, l'expression de ces lois. Seulement l'homéopathie est très difficile, c'est une médecine qui demande, qui combat l'approche routinière de la médecine, puisque à chaque maladie, à chaque patient, on se doit de tout remettre en question. On n'a pas de recette. Alors retenez bien ça, les enseignements homéopathiques qui vous disent mal de tête, fièvre, prenez belladonna, mal de gorge, prenez mercurius, c'est de la blague. Il y a 400 remèdes de fièvre en homéopathie, chaque remède étant redevable d'un certain nombre de symptômes propres du patient. On individualise sans cesse. C'est une médecine gigantesque qui ne s'apprend pas, comme je l'ai vu maintenant dans les publicités, en 10 cours du soir, dans le moindre magasin ou la moindre librairie, parce que c'est comme ça que ça se fait malheureusement en Europe. Moins on enseigne en homéopathie, plus on bouge avec. Or, je vous assure que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Et je vous dis sincèrement, si un jour, et j'espère que l'homéopathie pourra un jour percer au Québec, parce qu'en fait il y a un potentiel énorme de demande, c'est que il y ait tout ce côté homéopathique vrai qui transparaisse d'emblée dans le mouvement de l'homéopathie. Vous savez qu'en Belgique, il y a 25% des gens qui se font soigner par homéopathie aujourd'hui. Bon, est-ce que ça signifie, c'est un appel, c'est un signe des temps, c'est sûr. Mais est-ce que ça veut dire, parce que ça marche, que c'est bon? Mais je vous certifie que non. Et c'est pas parce qu'on a fait disparaître une angine que nécessairement on a guéri son patient, on a peut-être aggravé son patient. L'angine, comme je vous l'ai laissé sous-entendre tout à l'heure, étant l'expression physique d'un dérèglement beaucoup plus général. Donc il ne faut pas jouer avec l'homéopathie, c'est une des médecines les plus dangereuses, et je peux vous expliquer pourquoi après, si vous en avez. Oui, si vous voulez faire une petite pause, prendre une petite gorgée d'eau aussi. Qui ne prend pas une aspirine quand il a un mal de tête? Sachez, messieurs, dames, que chaque fois que vous supprimez un symptôme, vous aggravez un problème intérieur. Vous refoulez l'expression extérieure d'un problème fondamental, vous refoulez votre intérieur étant toutes les parties subtiles de vous-même que vous ignorez et dont vous n'avez absolument pas conscience. Car, tout comme il existe 7 couches dans l'atmosphère, qu'il existe 7 couches de la Terre vers le centre, l'homme est composé de 7 corps. Et c'est sur ces 7 corps-là que nous agissons, nous avons cette capacité d'agir par le truchement de l'emploi des dynamisations infinitésimales. C'est vous dire la complexité de l'approche d'un être, et que l'homéopathie nous fait déboucher sur des prises de conscience qui nous effraient. Qui nous effraient parce que ma clientèle est bourrée de gosses. Ils ont tous des rhumes, ils ont tous des bronchites. Quel est l'enfant qui ne tousse pas? Si on ne leur met pas des 3, 4 écharpes ou un petit manteau, l'enfant prend froid tout de suite. Eh bien, il est anormal, les adultes aussi d'ailleurs, il est anormal d'arriver à un état de déliquescence physique aussi grave. Le physique, je vous le rappelle, retenez ça, si vous avez déjà retenu ceci au cours de cette interview, le physique que vous avez, ou la qualité du physique que vous avez, est le reflet direct de l'être subtil qui est en vous. Alors, si quelqu'un a toujours quelque chose physiquement, c'est qu'il n'est pas du tout en règle intérieurement. Et quels sont les gosses aujourd'hui qui n'ont jamais rien? Quels sont les gosses qui ont des poussées dentaires normales? Quels sont les gosses qui n'ont pas de caries? Vous savez, entre parenthèses, je vais vous citer un chiffre quand même qui fait peur. Vous savez qu'en Belgique, nous sommes 10 millions d'habitants. Sur 10 millions d'habitants, le budget de la sécurité sociale, qui est alloué uniquement pour les soins des caries dentaires, vous vous rendez compte, uniquement pour ça, est de 10 fois le budget national de la santé publique du Bangladesh, où ils sont 100 millions d'habitants. Eh bien, messieurs, dames, je dis non. Je dis que c'est un crime vis-à-vis de l'humanité d'accepter une médecine qui vous détruit d'abord parce que par la non-compréhension de ce qui se passe, mais d'une médecine qui dilapide un capital monétaire
absolument, qu'on pourrait retransmettre à ceux qui sont démunis de tout. Et si nous nous permettons ce luxe, c'est parce que, effectivement, il existe une iniquité dans la société qui a de toute façon des répercussions directes sur notre état physique et mental. Par conséquent, je suis en mesure de vous le dire, en tant qu'homéopathe, la situation est gravissime et tous nos gosses qui naissent, d'emblée, sont ce qu'on appelle trimiasmatisés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être malades. Attention, certaines maladies ou certaines expressions morbides ne vont pas nécessairement apparaître dans la période de vie actuelle, mais voyons dans les descendances de ces enfants. Je me souviens d'un cas en Inde, d'un gosse qui était enfermé dans une prison pour enfants, il avait 8 ans, un petit garçon, il avait tué 3 fois. Bon, vous allez me dire, c'est quand même curieux d'être criminel à 8 ans. Hein, et regardez autour de vous. Hein, encore, vous vivez, je vous assure, dans un pays privilégié. Passez quelques mois en Europe et vous verrez que la situation dans des villes comme Paris, dans pratiquement toute la situation européenne est en train de se dégrader à une vitesse effroyable. Mais ce n'est pas l'effet du hasard. Quand un gosse tue à l'âge de 8 ans, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, essayons de se préoccuper de savoir ce qu'il a psychiatriquement parlant, parce que les psychiatres ne peuvent pas aller au fond des choses. Eh bien, vous savez, dans l'histoire de l'enfant, son arrière-grand-père avait été syphilitique et avait reçu un traitement au mercure. Eh bien, il a suffi d'une dose homéopathique de mercure en haute dynamisation pour sortir l'enfant de prison, parce que l'enfant a perdu automatiquement, par l'octroi de cette dose homéopathique, a perdu cette poussée, je dirais, qui se traduisait dans son comportement d'un miasme syphilitique, d'un miasme de destruction. Il n'était pas responsable de ses actes. Et là, nous l'avons fait sortir sans aucun problème, ce gosse est rentré dans l'ordre. C'est vous dire jusqu'où nous allons. Alors, je vous ai parlé de la pilule, mais sachez que c'est à tous les niveaux. Toute la pollution alimentaire que vous subissez, c'est quelque chose d'effrayant. Vous savez, 5500 produits cancérigènes dans votre alimentation quotidienne. Alors, sachez, je vais vous parler peut-être après, si on a le temps, de la pathogénésie d'un remède, et vous comprendrez qu'il n'y a pas un acte que vous ne posiez dans votre vie, et même qu'il n'y a pas une seule parole ou une seule pensée, entendez-moi bien, qui n'ait des répercussions quant à votre situation, je dirais, de santé directe, momentanée ou future. On va se quitter là-dessus, Dr Jouret. On se revoit dans une quinzaine de minutes. Je vous le recommande, en tout cas, peut-être durant la pause, vous irez peut-être en haut prendre un café. C'est cancérigène aussi. Alors, en ce qui concerne le café, j'adore le café parce que je suis belge. Seulement, on le fait mal ici. L'eau de vaisselle. Je vais vous dire une chose, je vais vous révéler. Et ici, au restaurant, c'est une Belge qui est patronne, alors je pense qu'elle doit le faire pas pire. Alors je vais lui dire de la faire comme en Belgique, encore qu'en Belgique, il y a beaucoup de vieilles femmes qui prennent des chaussettes et qui repassent 3 litres de café dessus sur une journée. On fait encore le café dans des cafetières avec des vieilles chaussettes, ça se fait chez les vieux. Mais vous savez, en ce qui concerne le café, c'est vrai, c'est une boisson qui est dangereuse, qui est très toxique, mais qui est toxique pas uniquement au niveau de la caféine. Vous savez, tout le monde dit le café excite à cause de la caféine, c'est mauvais à cause de la caféine. C'est tout à fait faux. La caféine est un médicament qui a sauvé pas mal de gens. Le café est toxique de par les alcaloïdes, les peptones qu'il contient, sont des alcaloïdes gras, qui au moment de la torréfaction sont brûlés et dégagent alors des principes extrêmement cancérigènes, extrêmement destructeurs. Et ce sont ces alcaloïdes qui en fait détruisent tous les tissus, notamment les articulations, et en fait ont un impact très nocif sur le physique. Alors, la façon de préparer un bon café, c'est la mode suisse. C'est ce qu'on appelle le ristretto, c'est-à-dire ils mettent la dose de café normale et ils laissent couler très très peu de café. Ça veut dire que c'est un café qui apparemment est fort, mais beaucoup moins toxique pour la bonne raison que tous ces alcaloïdes, l'arôme est contenu dans cette petite quantité de café, mais les alcaloïdes n'ont pas eu le temps d'être dilués. Alors quand vous buvez des grandes tasses de café, vous permettez à ces alcaloïdes d'être dilués et vous absorbez tout. Alors, mais comment vous le préparez? Moi? Oh, je le prépare à ma façon. Non, mais je veux dire, comment vous réussissez à obtenir ce composé très épais? Ben, en Suisse et en Italie, d'ailleurs, les cafés italiens sont délicieux. Mais je ne fais pas de publicité pour le café parce que je l'interdis beaucoup à mes patients vu que c'est un antidote majeur de l'homéopathie. Enfin, comme je ne suis pas sous traitement homéopathique, alors ça va. Il ne faut pas aller au-delà de 1 à 2 cafés par jour. C'est quand même une boisson dangereuse. Hein. C'est comme le thé d'ailleurs, enfin toutes les boissons. Il faut être raisonnable dans tout. Ils ont des machines qui permettent de faire ces cafés rapidement. Hein, c'est ce qu'on appelle les petits expressos, qui sont d'ailleurs très délicieux.
et qui sont... D'ailleurs, c'est bien ça, faites l'expérience. Vous verrez, vous n'aurez jamais de grosses répercussions avec un expresso. Par contre, les tasses qu'on voit ici, moi, ça m'excite 10 fois plus. Hein. Alors, nous sommes effectivement dans une période absolument clé de l'histoire de la conscience du monde. Je ne vous décris pas mes impressions à ce sujet-là, parce que je vous dis c'est trop vaste. Je ne peux pas introduire ce sujet comme ça en quelques minutes. Mais nous sommes effectivement dans une histoire absolument extraordinaire d'histoire du monde. Il faut qu'on le sache. En plus et en moins, évidemment. C'est le corollaire. Vous savez, si vous avez de la lumière, ben, il faut connaître l'ombre. Hein. Vous ne connaissez pas la chaleur si vous n'avez pas le froid. Donc, la dimension des problèmes que l'humanité connaît aujourd'hui est à la dimension de ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire la dimension du renouveau qui nous attend. Si l'homme fait le pas qu'il faut pour que cette résurgence de la conscience ait lieu. Et ça, nous sommes tous impliqués dans ce processus. C'est ni moi, ni monsieur, ni personne d'autre, personnellement, qui assurera cette survie de la conscience de l'humanité. C'est nous tous ensemble. Et si j'accepte de faire ce que je fais, c'est-à-dire des conférences, des séminaires sur la mort, etc., c'est un peu avec cette optique-là. C'est dans cette optique, puisque l'homéopathie, par sa démarche profonde, m'a permis de prendre conscience de ce qui se passait en nous, de ressentir, pas de comprendre, de ressentir. Vous savez, le jour où l'homme arrêtera de penser de là, mais parlera de là, automatiquement il mettra en branle un processus de conscience fondamentale qui est celui de l'amour, qui est la seule vérité fondamentale au monde, qu'on a galvaudé absolument depuis que le monde est monde. Et c'est le début de la pomme. Et le but de l'homéopathie, c'est de rendre le sens de l'amour dans le monde entier. Ça a été d'ailleurs dit officiellement par le professeur Pasquero, dans un congrès international d'homéopathie, qui, par la définition du remède psorique, a déterminé l'origine de toutes les maladies de l'homme, mentales ou physiques, au niveau de la psore fondamentale, c'est-à-dire du miasme qui fait que l'homme traduit par son comportement à tous les niveaux son angoisse première, celle de la séparation avec Dieu. Et nous pouvons le prouver d'une façon, je dirais, presque mathématique, de par, si vous voulez, l'application expérimentale des doses infinitésimales. Ce principe vital, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un niveau de conscience, que nous pouvons d'ailleurs autorégulariser par un niveau de conscience à partir du remède. Donc, c'est, si vous voulez, une manifestation vibratoire d'un état de conscience, votre vie. C'est ça. En dehors de ça, vous savez, l'homme n'a aucune raison d'être, entre parenthèses. Que nous mourions tous maintenant, je vous assure que le soleil ne s'arrêtera pas de briller. Or, si nous sommes là, c'est que nous sommes l'incarnation d'une qualité de la conscience de l'univers que nous nous devons, par la responsabilité vis-à-vis de la création, d'élever sans cesse pour le retour vers cette unité première avec le principe unique de la création. Bien. Donc, par conséquent, en ce qui me concerne, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et je le vérifie quotidiennement en homéopathie. Lorsqu'on donne, par exemple, un remède en haute dynamisation, il est fréquent de voir que les rêves changent et que les prises de conscience changent. J'ai des gens qui étaient complètement athées qui sont devenus très mystiques, et par contre j'ai des gens qui étaient très mystiques qui sont devenus complètement athées. Et c'est vous dire que la croyance en Dieu et notre perception les zones subtiles de l'inconscient sont éminemment dépendantes de zones que nous ne connaissons absolument pas, et de facteurs. Vous savez, considérez l'homme comme quand vous voyez l'évolution de l'humanité, l'histoire de l'humanité, pourquoi est-ce qu'on serait maintenant pour vivre 5 jours, 10 jours, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans? Quelle serait la signification? Je veux dire, dans l'absolu, aucune, absolument aucune. Or, si nous sommes là maintenant, c'est qu'il y a une raison, et la raison, vous pouvez la trouver. Alors, oui, bien sûr, la maladie est une expression karmique, au sens où les hindous l'ont apprise. Mais qu'est-ce que c'est que le karma? Le karma, c'est le résultat de la qualité des actes que vous posez. Point. Il est clair que mais ça se traduit entre autres par une transmission spontanée de l'hérédité. Au moment de la fusion des gènes, lors de la copulation, lors de la nidification, lors du développement du fœtus, automatiquement vous transportez une histoire.
Et le spermatozoïde sur les 300 millions qui vient féconder un ovule, rassurez-vous, ce n'est pas l'effet du hasard. Et le moment où ça se fait non plus. Je devrais vous raconter des histoires où vous tomberiez à la renverse. Ce n'est pas l'effet du hasard. Bon, parce que le spermatozoïde est transporteur d'une conscience. La preuve, c'est que la fusion avec l'ovule donne l'être que nous sommes. Et s'il ne l'était pas, si lors de la fusion du spermatozoïde et de l'ovule, il n'y avait pas la mise en branle par la conscience des deux cellules de départ, la mise en branle d'un processus de création subtil et virtuel, parce que qu'est-ce qui conditionne le développement d'un fœtus? Quand on fait de l'embryologie, vous savez, on est ébahi de la perfection de la nature. Quel est le principe premier qui fait qu'on n'a pas 3 oreilles et 3 yeux? Mais parce que c'est un des principes qui est contenu dans la mémoire du spermatozoïde et de l'ovule. Et que tout ça est conditionné, effectivement, puisque la conscience est une, éternelle et première, il est clair que nous transportons avec nous une mémoire des expériences. Que nous sommes amenés à vivre au décours de par les erreurs que nous commettons, au décours des maladies qui sont les nôtres. Alors, la naissance, la vie, la mort, bon, j'ai dit tout à l'heure, moi je propose éventuellement de revenir au Québec, faire un séminaire là-dessus, puisque c'est un des sujets de ma recherche personnelle. La mort m'intéresse énormément et je fais à Genève notamment des séminaires de 3-4 jours suivis, ou même de 6 jours, uniquement sur ce sujet-là, avec une joie immense, parce que je vois vraiment des gens complètement changés à l'issue de ces séminaires-là. Pourquoi pas envisager ça un jour? Ça ne me dérange pas. Mais il est clair que nous ne pouvons pas séparer ces expériences l'une de l'autre. Tout comme il est impossible, quand vous branchez une prise de courant dans une prise femelle, qu'est-ce qui se passe? Le courant passe pourquoi? Mais parce que vous avez allié le plus et le moins. Le courant passe parce qu'il y a 2 polarités au départ. Si vous n'avez que du plus, le courant ne passe pas. Si vous n'avez que du moins, il ne passe pas. Ben, la vie, c'est ça. C'est un courant de conscience qui passe parce que il y a eu à un certain moment la naissance et puis il y a un moment la mort. Est-ce que la naissance n'est pas une mort? Est-ce que la mort n'est pas une renaissance? Libre à vous d'y penser. J'ai mon idée personnelle là-dessus et je peux vous en faire des démonstrations très simples. Et la vie serait éventuellement la synthèse de la conscience des 2 expériences. Alors ça va très loin et je peux notamment introduire le sujet très facilement, au départ notamment de la pathogénésie, des angoisses de la mort au travers des remèdes d'homéopathie. Vous allez maintenant comprendre, quand je vais vous expliquer ce qu'est une dilution homéopathique, vous allez comprendre que le phénomène de la vie est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui vous met automatiquement en relation avec tout ce qui vous entoure et tous les êtres qui vous entourent. Et que nier la loi de l'amour, c'est se nier soi-même, donc on disparaît. L'humanité nie la loi de l'amour, donc elle disparaîtra, je vous le certifie. Elle va disparaître. Si elle continue, si on ne fait pas de toute façon. Vous savez, il y a déjà, en 78, à Shawinigan, lors du congrès auquel j'ai assisté, on a déjà eu certaines indications. C'est normal qu'elle disparaisse. Et si vous me permettez, je vous en ferai rapidement une démonstration. Et vous allez comprendre au départ de cette petite démonstration la simplicité pour retrouver cet appel intérieur. C'est tout simple. Vous pouvez le faire à la seconde même si vous en avez envie. Et à ce moment-là, comme disait très justement une personne de la salle, on n'a plus besoin de médecin parce que la maladie disparaît. La maladie n'étant que la traduction d'un langage profond qui stigmatise en nous ou qui nous donne une idée de l'oubli qui est en nous par rapport aux lois de base et fondamentales de la vie. À partir du moment où on se remet en équilibre avec une pulsion intérieure qui rejoint celle de la véritable création, notre maladie disparaît, je vous le certifie. C'est comme ça d'ailleurs que nos vieux maîtres homéopathes le disent d'ailleurs dans leurs cours. Quand il y avait des épidémies de peste, ils soignaient les pestiférés sans être pestiférés eux-mêmes, parce qu'ils donnaient de l'amour. Et l'amour, c'est le principal garant vis-à-vis de tout ce qui peut arriver, je vous le certifie. Alors, je reviens à la question que vous posiez tout à l'heure à notre ami là sur l'ORT. C'est une des fonctions qu'on se propose d'enseigner. C'est, quand vous posiez de savoir si on faisait des réserves, s'il y avait des zones de survie et compagnie, ça n'a aucune espèce d'importance. Le problème est d'une part de prendre conscience qu'il faut aider la nature à survivre dans ce qu'elle a encore de vivant, défendre la vie, mais la seconde chose principale que nous cherchons, c'est réenseigner les lois vraies de l'amour dans une application pratique et directe au travers de la qualité par l'intermédiaire de la qualité des actes et des pensées que nous émettons. Et je vous certifie, parce que c'est une loi,
je dirais, cosmique, qu'il est impossible que ça ne marche pas. C'est impossible. Vous savez, c'est pas moi qui invente ça. Ça fait 2000 ans que le maître de l'amour nous l'a enseigné, et qu'est-ce qu'on en a fait? En quoi est-ce que l'humanité a évolué depuis 2000 ans? Faites le bilan. Et vous verrez que nous avons une énorme responsabilité vis-à-vis. Parce que tout ce qu'il nous a dit, à l'époque, eh bien, c'est une application directe des lois simples de l'existence. Et que nous retrouvons, je vous le répète, moi j'ai trouvé tout ça par l'intermédiaire de l'application de l'homéopathie. Mais donc, si je l'ai compris, vous pouvez tous le comprendre. Il suffit d'y réfléchir et d'être. Au lieu de penser toujours à l'angoisse du futur, l'angoisse du passé, la culpabilité, le péché qu'on aurait commis, qui sont que des notions purement humaines de choses qui n'en sont pas. Le Christ nous a quand même donné des exemples fantastiques de ce qu'est le pardon. Où est-ce qu'il a été trouvé, ses disciples Christ? Où est-ce qu'il a été trouvé les gens qui l'ont le plus aidé? Marie-Madeleine, c'était qui? C'était une pécheresse. Il nous en a donné un exemple, que le péché n'existe pas. À quoi est-ce qu'on nous enseigne depuis 2000 ans? Les gens sont mordus, sont angoissés par le remords, par du péché, Véniel et compagnie. Qu'est-ce que c'est le péché? Ça n'existe pas. Dès lors qu'on nous a mis ça dans la tête, c'est de la magie noire, monsieur, dame, je vous regrette. C'est de la magie de destruction de l'individu. Alors que le véritable enseignement religieux ne passe pas par, je veux dire, religieux, dans le sens de religuer, relier l'homme aux sphères supérieures dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'univers dont il fait partie, parce que c'est ça le but de la religion, c'est de libérer l'homme par rapport à son potentiel intérieur. Et peut-être que le médecin homéopathe, par le truchement des doses homéopathiques, y arrive aussi à apporter cette aide. Il est évident que si vous souffrez, si vous avez une bronchopneumonie, eh bien, vous ne serez pas apte à faire la démarche suffisante, vous comprenez. Donc là, notre rôle intervient. Si vous êtes déséquilibré parce que vous avez une mère très possessive, bon, qui n'a pas eu ses chocs affectifs étant jeune, ou si vous avez perdu un membre de votre famille que vous n'en remettez pas, c'est notre rôle de vous aider. Mais notre rôle n'est pas de vous guider. Vous devez trouver votre propre chemin. Donc, je reviens à ce que je disais au départ, le but de l'homéopathie, c'est de vous responsabiliser par rapport au but de la vie qui s'exprime en vous. Qu'est-ce que c'est qu'un remède homéopathique? Bon, bien, un remède homéopathique, c'est une substance qui s'est tirée d'un des trois règnes de la nature, dit inférieur, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral, ou plutôt minéral, végétal, animal, pour suivre le sens de l'évolution de la conscience. Bien. Alors, prenons un exemple, prenons Platina. Bon, la platine, c'est un métal qui n'a pas du platine chez soi, et on le touche et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a autour de nous. Pourquoi? Parce que si vous respirez de la poussière de platine, bien clair, vous allez vous abîmer vos poumons, ou vous allez peut-être être intoxiqué, mais ça, c'est de la platine à dose pondérale. Elle a quelques effets, elle a peut-être une valeur marchande, une valeur pécuniaire, tout ce que vous voulez, mais il y a bien autre chose dans la platine. Et il y a une conscience universelle dans la platine, et vous allez voir. Supposons maintenant qu'on prenne par exemple une partie de platine au départ. 1 gramme, pourquoi pas, ou une partie, disons une partie X, donc une partie au départ, et on va en faire une trituration. On va en faire une poudre, on va prendre une partie de cette poudre, donc à dose pondérale, c'est la matière de départ brute. Vous allez la diluer dans 99 parties ou 99 parties d'un solvant, par exemple le saccharum lactis, le sucre impalpable, ou l'alcool à 30 degrés. D'accord? En fait, c'est plus simple de prendre du sucre impalpable puisque c'est un métal, donc on en fait une trituration. Vous avez, lors de la première dilution, une dilution 1 sur 100. D'accord? Donc c'est la première dilution centésimale, c'est-à-dire qu'au départ d'une partie, on la dissout dans 99 parties de solvant, ce qui vous fait une dilution 1 sur 100. Bien. Un des temps fondamentaux de la préparation du remède, à ce moment, c'est de prendre le flacon dans lequel vous avez préparé vous avez fait la préparation, et il faut lui donner 200 chocs violents, sinon ça ne marche pas. Et en plus, c'est pas n'importe quel choc. Il faudrait pouvoir le faire avec un tour de bras bien précis. Vous savez, c'est absolument super, comment faisaient les vieux homéopathes.
Maintenant, disons qu'on va tellement haut dans nos dilutions qu'on n'aurait jamais le temps de 10 vies pour faire une dilution homéopathique. Vous allez voir pourquoi. Bon, disons qu'il faut lui donner 200 chocs violents. Après les 200 chocs violents, vous reprenez une partie de la dilution 1/100 de départ. Donc vous prenez une goutte par exemple, vous remettez dans 99 parties de solvant, ce qui vous fait une deuxième, je ne sais pas si on voit très bien, c'est difficile parce qu'il faudra un grand panneau, ce qui vous fait une deuxième dilution centésimale. Donc vous avez la 100e partie de la 100e partie de départ, ce qui vous fait à la deuxième dilution centésimale 1 sur 100 exposant 2. D'accord? Donc à la deuxième dilution, vous avez déjà 1 sur 10 000, donc la 10 millième partie de départ de platine. Bon, ben, on va continuer, on va prendre une partie de 200 chocs successifs, on prend une partie de la dilution et on redissout dans 100 parties d'un solvant, ce qui va vous faire la 3e centésimale. Et la 3e centésimale, ça vous fait déjà 1 sur 100 exposant 3. Ça vous fait 1 sur 1 million. Bon, ça me nuise la quantité de départ. Et on n'est qu'à la 3e. De ça, de nouveau, même chose, et on fait ça 5 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 50 000 fois, 1 million de fois, et même 5 ou 10 millions de fois. Alors faites le calcul, vous faites 1 sur 100, exposant 10 exposant 6, ça veut dire 1 million, 1 sur 100 fois 100 fois 100, 1 million de fois. Alors dites-moi, si on a des notions élémentaires de physique ou de mathématiques, où est le nombre d'Avogadro dans l'histoire? Ça veut dire qu'il y a belle lurette, qu'il n'y a plus non seulement une molécule, il n'y a même plus un atome, il n'y a plus rien, matériellement parlant. Donc nous entrons à ces niveaux-là dans des zones absolument plus matérielles, et ce qui est très troublant, et c'est ça qui fait peut-être, qui constitue le noyau de toute ma démarche, et qui devrait constituer le noyau de toute démarche d'homéopathe, c'est que il existe une gradation. Alors, non, avant de vous dire ça, je dois vous dire ceci. Bon, donc vous vous rendez compte, ça c'est une dilution homéopathique. D'accord? Vous avez bien saisi ce que c'est. Il y a une question, c'est que le solvant, a-t-il pas une action lui-même? Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance parce qu'on la connaît au départ. Hein? Mais de toute façon, on a pris des solvants neutres. Et on s'est aperçu que c'est le saccharum lactis pour la trituration ou l'alcool à 30 degrés. Donc on a, si vous voulez, c'est une inconnue totale, hein? Mais disons qu'on a des critères de référence de départ qui sont uniques, qui sont éternels, qui sont continus. Bien. Alors, ce qui est très curieux, c'est que si vous prenez par exemple la platine, PT, le signe de la platine, un symbole platine, que vous en donnez, vous prenez 100 sujets bien portants. C'est comme ça que l'homéopathie a été trouvée, il ne faut pas l'oublier. Vous prenez 100 sujets qui n'ont rien au départ. Ils sont bien portants, ça se faisait il y a 150 ans. Actuellement, je vous dis, c'est plus possible. Vous donnez une dilution platine 1 sur 100 exposant 5. C'est-à-dire, si vous avez bien compris, la 5e centésimale. C'est peu, ça fait 1 sur 1 million, 100 millions, 1 milliard. Bon. Eh bien, la personne qui va prendre une dose de platine 1 sur 100 exposant 5 non aura très peu de symptômes ou va commencer des petits symptômes physiques. Douleur articulaire, douleur dans l'oreille, une petite baisse de la vision, des petits symptômes physiques. Bon, on va les noter, et puis un mois après on lui rend une dose 1 sur 100 exposant 5, la 5e centésimale, et il va continuer à faire toute une série de petits symptômes qu'on note. Ça c'est le travail de ce qu'on appelle la pathogénésie, c'est le recensement des visous par des symptômes qui apparaissent chez un sujet qui au départ n'a rien. Donc des symptômes induits expérimentalement par le remède en dynamisation infinitésimale. Donc, si vous donnez de la platine à quelqu'un, un morceau de platine, comme ça il n'aura rien, il va le rejeter dans ses fesses. Si vous commencez par la 5e centésimale, il commence déjà à faire des petits symptômes physiques. Pas grave, sauf si son terrain est favorable, il va peut-être faire un peu de mental, mais très peu à cette dilution-là. Par contre, si nous prenons 1 sur 100 exposant 200, c'est-à-dire la 200e centésimale. Alors faites le calcul chez vous ce soir, vous passerez la nuit dessus. 1 sur 100 fois 100 fois 100 exposant 200, amusez-vous à aligner les zéros. Il n'y a déjà plus de matière dedans. Il y a belle lurette, il n'y a plus rien. Eh bien, ce sujet d'expérience va développer déjà là des symptômes mentaux. C'est-à-dire qu'on va induire expérimentalement non plus des symptômes physiques, il va commencer par du physique, mais il va développer des symptômes, si vous voulez, qui ont trouvé leur origine dans des sphères de plus en plus subtiles de lui-même. Et il va déjà faire, par exemple, une angoisse, où il va déjà développer un symptôme
qui est nettement marqué, que j'ai vérifié dans ma clientèle, d'une dame qui adore son bébé, qui quand elle voit un couteau, elle a envie de le tuer. Voilà. La personne va déjà commencer à développer ce genre de symptômes. C'est très curieux. Alors qu'au départ, elle n'a rien. Bien. Faisons la même expérience maintenant, expérimentale, avec une millième ou une 10 millième, alors là, ça devient effrayant. C'est-à-dire qu'elle va développer des symptômes nettement accrus, qui n'ont pratiquement plus rien de physique, uniquement émotionnel et mental et sexuel. Et la Platina va devenir une personne jalouse, violente, mal dans sa peau, avec un tempérament alternant, au bas, besoin de sécurisation, mais avec un, comme c'est un remède très syphilitique, un remède très, très mordant, très agressif, elle va vouloir démolir. Une Platina, je vous assure, c'est quelqu'un qui essaie de démolir l'autre par jalousie et par son manque d'assurance en elle, etc., etc. Tout ça va se développer chez la personne qui au départ n'avait rien. Alors c'est quand même incroyable de voir que plus on va vers l'infiniment petit, c'est-à-dire plus on va vers l'immatérialité du remède, et plus celui-ci révèle un potentiel de conscience qu'on retrouve chez l'homme. Et ce que nous faisons en homéopathie, quand je vous ai dit qu'on faisait un interrogatoire systématique, ce que nous faisons, c'est une synthèse par la valorisation des symptômes de la perturbation, je vous le répète, au niveau de son principe vital. Et ce qu'on va faire, on va essayer de trouver le remède qui a les mêmes symptômes expérimentaux chez un sujet au départ qui n'a rien. Donc le remède qui induit une maladie semblable, artificielle, et c'est ça la merveille de l'homéopathie, c'est qu'il faut donner un remède correspondant à la maladie naturelle. Et ce qui se passe, c'est que le remède en dynamisation infinitésimale induit à ce moment-là une maladie artificielle, plus ou moins semblable à la maladie naturelle, et il faut encore trouver la bonne dilution, correspondant à l'individu. Il ne s'agit pas de donner une 200 si le sujet n'est pas sensible, il s'agit de donner une 10 000 si on veut avoir du résultat. Par contre, si vous donnez une 10 000 à un sujet qui est hypersensible, vous l'aggravez parce que vous lui induisez des symptômes qu'il n'a pas au départ, mais des symptômes sur les zones subtiles de l'individu. Et si un jour une mère tue son gosse, vous en serez responsable, parce que ça va jusque-là. Vous comprenez la complexité de l'homéopathie. Et quand je dis aux gens que l'homéopathie est la médecine la plus dangereuse qui existe, contrairement en infirmant tout ce qui est écrit dans les livres traditionnels, c'est parce que les Français vous disent ça pour la bonne raison qu'eux ne peuvent pas aller au-delà de la 30e centésimale. Et la 30e centésimale, c'est du physique. Et c'est éventuellement du mental sur un terrain propice, mais c'est tout. Vous comprenez le danger de l'homéopathie. Mais la merveille, c'est que lorsque vous trouvez la bonne dilution, lorsque vous trouvez le bon remède, ce qui est loin d'être facile, la maladie artificielle que le remède crée en vous chasse la maladie naturelle par des lois de guérison que peut-être je pourrais vous énoncer, et puis disparaît lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je vous ai donné, au moment où je vous ai octroyé un remède homéopathique, un déclic énergétique, parce que c'est ça que nous faisons, déclic énergétique de conscience, je dirais, entendons-nous bien, qui rééquilibre le déséquilibre de votre principe vital au départ, qui était un déséquilibre de conscience. Et la nature, avec tout l'amour qu'elle a pour nous, nous donne, de par sa conscience qu'elle a, la capacité de réinduire un équilibre chez vous, de telle façon que vous redeveniez soucieux d'en servir les lois, et non pas de continuer les erreurs que nous avons commises, qui ont fait qu'un jour on est devenu malade. Parce qu'à partir du moment où on est conscient d'une chose, on n'a plus le droit de dire « Ah, je ne savais pas ». Et à ce moment-là, on engage des processus, je ne vais pas les décrire ici, mais des processus qui peuvent aller très loin. Lorsqu'on a tant de pouvoir entre les mains, comment savoir qu'une chose est déréglée si au départ tous les individus, comme vous nous l'avez dit, sont déréglés? Si toutes les horloges indiquent la mauvaise heure, comment savoir quelle est la bonne heure? Oui, ça ce serait dans le cadre d'une pathogénésie. Eh bien, notre problème d'homéopathe aujourd'hui, c'est justement de faire des pathogénésies parce qu'on n'a plus de sujet bien important. Bon, c'est un grave problème qui se pose à nous et il y en a bien d'autres. Je vous assure que, je vous dis, la gravité de la situation est telle que, par exemple, on est incapable de déterminer aujourd'hui ce qu'on appelle le génie épidémique. En cas d'épidémie, on ne peut plus. Pour la bonne raison que l'homme a complètement tout perturbé. Je peux vous en toucher un mot rapidement. Ou alors, ce qu'on fait, on a essayé en Belgique, c'est prendre des sujets. Il faut faire un interrogatoire complet, essayer de trouver l'expression miasmatique de départ, mais ça complique vachement les choses, parce que, diablement les choses, parce que si vous avez déjà, et nous sommes tous atteints de toute façon,
il faut déjà tenir compte au départ d'une pathologie existante chez l'individu, et on va greffer là-dessus une pathologie, une pathogénésie d'un remède, par exemple. Vous savez, c'est ça qui est admirable dans l'homéopathie. Si vous me faites une dynamisation homéopathique de ce Bixi, vous prenez un morceau de plastique, vous en faites une dilution infinitésimale, vous le donnez à un sujet qui n'a rien, il va faire des symptômes psychiques, mentaux, émotionnels, affectifs et autres. Bon, et bien notre problème en tant qu'homéopathe, c'est que comme on est tous pollués au départ, on ne sait plus du tout quels sont les vrais symptômes, les symptômes induits. C'est un gros problème. Dites, mais j'attire votre attention sur ce fait-là. Vous savez, si vous prenez un morceau de ma valise, que vous amusez à faire une dose homéopathique de ma valise, en dilution infinitésimale, et que vous la preniez en 10 000 corsacoviennes, par exemple, vous allez peut-être être très malheureux, vous allez développer des symptômes d'angoisse, de peur, des angoisses de mort, des envies de n'importe quoi, avoir peur d'uriner devant quelqu'un, des histoires pareilles. Alors ça devient troublant quand même, cette histoire-là. Ça veut dire que nous sommes sur un monde de conscience condensée, dont nous avons perdu absolument toutes les lois d'expression. Parce que l'homme est devenu complètement inconscient. C'est ça l'involution de l'homme par rapport à Dieu. C'est ça l'involution de l'homme par rapport au principe premier, qui a donné la conscience unique, qui s'est diversifié dans la forme. Et le rôle de l'homme, c'est d'assurer le retour, à partir de la diversification des formes, le retour au principe unique. C'est le seul but de l'évolution des hommes sur cette terre, ou dans toutes les autres planètes. Alors, messieurs, dames, quand vous touchez une fourchette, quand vous touchez une assiette, quand vous conduisez une voiture, quand vous avez un arbre près de vous, d'autant plus que c'est un être vivant et animé, quand vous avez un chien, quand vous avez un homme devant vous, vous imaginez votre responsabilité par rapport à la perception que vous devez avoir de la conscience qui s'exprime à travers eux. Si un morceau de platine que vous portez en bague ou n'importe comment a cette faculté, essayez par le décours d'une transformation de votre intérieur, et ça fait partie d'un sujet d'enseignement, essayez d'en ressentir, de ressentir cette réalité de la conscience que vous portez. Essayez de fusionner avec, et un jour vous arriverez à être avec toute expression de conscience, c'est-à-dire toute expression de condensation de conscience qui est la matière, puisque la matière ce n'est que ça. Je crois que l'énergie nucléaire nous prouve à suffisance que la matière ce n'est que du vide et que la matière porte en elle-même un potentiel absolument fantastique qu'on mobilise dans un sens positif ou négatif. Quand on fait une bombe nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait une désintégration de matière, c'est-à-dire qu'on sépare des principes unis. Ce n'est rien d'autre et c'est de l'infiniment petit. Est-ce qu'on a déjà vu des rayons gamma? Jamais, mais on les utilise en médecine. Or, plus le rayonnement, plus la longueur d'onde d'un rayonnement est petite et plus il est effroyable. Donc la longueur d'onde d'un rayon X ou pour une radiographie ou la longueur d'onde d'un rayon gamma pour l'irradiation d'une tumeur, elle varie évidemment. Or, on ne les voit pas ces rayons, mais on s'en sert et ça on l'accepte. Alors dites-vous bien que votre vie, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une, si vous voulez, une manifestation permanente d'un jeu de rayonnement dont vous avez la clé à l'intérieur de vous et dont vous n'êtes absolument pas conscient, d'où l'origine des maladies. Alors ça va très loin. D'abord, je n'ai pas l'air d'avoir faim. Il est clair qu'il y a certains principes de vie à partir de tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Au fond, c'est peut-être un enseignement, pourquoi pas, ou c'est un petit début. Mais enfin, disons, il est clair qu'à partir du moment où on prend conscience de ce que nous faisons et de notre responsabilité vis-à-vis du monde dans lequel on est, vis-à-vis de cette forme de matière que nous touchons, vis-à-vis de ce fauteuil sur lequel je suis assis, j'aurai un respect profond pour ce fauteuil parce qu'il m'a permis quand même de pouvoir m'adresser à vous. Donc il assume sa fonction. Et de par le respect que j'aurai pour lui, je l'aurai aidé dans sa fonction d'être jusqu'au jour où il sera brûlé. Puisque la nature transmet tous les métaux par le feu. Donc un jour le fauteuil, eh bien je vous assure, il vibre ce fauteuil-là. Ça je vous le certifie. Et je peux vous certifier que la vibration de ce fauteuil sera différente de la mienne. Pour la bonne raison que les deux personnes qui sont assises dessus ont une vibration qui leur est propre, avec une personnalité propre, avec une sensibilité propre. Bon, et quand on est perceptible à ça,
Ça va très loin. Eh bien, vis-à-vis de l'alimentation, c'est la même chose. Je suis navré de vous dire, chaque fois que vous mangez un steak de 200 grammes, vous privez 15 personnes de repas complet, en vitamines, en protéines, en tout ce qu'il faut. C'est un repas céréalien. Alors, ça va là, parce que jusque-là, puisque pour nourrir le bétail, on dégrade, vous savez qu'il y a des rapports comment je vais dire, de qualité, de transformation d'une qualité d'énergie dans une autre. Eh bien, chaque fois que vous mangez de la viande, entre autres, vous privez 15 autres personnes dans le monde d'avoir un repas normal, ce qui est déjà, je dirais, sur le plan de l'éthique humaine, une grave responsabilité. Je ne vous parle pas de tout le reste, mais enfin, c'est un petit exemple. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites en mangeant de la viande? Eh bien, vous mangez un corps qui, de toute façon, est mort. C'est un tissu mort. Alors que le principe vital qui vous anime c'est un principe vivant. Puisque c'est vibratoire, ça vit. Sinon, votre corps, une fois que ce principe n'est plus là, une fois qu'il ne s'exprime plus, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous retournez à la terre, vous désagrégez, on fait poussière en tournant en poussière. Entre parenthèses, ne vous faites pas enterrer dans des cercueils en plomb, vous aggravez votre problème. Hein? Rendez-vous à la terre. Et votre corps physique, c'est le support de tout le reste. Bon, pour nourrir ce principe vital de conscience qui est en vous, vous devez le nourrir au départ de la conscience, c'est-à-dire de la vibration des éléments que vous ingurgitez par un travail de transformation alchimique qui se fait au niveau de l'alimentation et dans la bouche, au niveau de la bouche et de la mastication, par le principe d'une dynamisation des principes de l'aliment, notamment par une mastication abondante. Mais ça, je n'ai plus le temps de vous expliquer. Oui. Bon. Alors, oui, je terminerai en disant, quand vous mangez de la viande, vous vous faites automatiquement comment je vais dire, le collaborateur, vous êtes responsable d'une tuerie inutile. Qu'un chasseur africain qui n'a qu'une antilope à tirer pour se nourrir, ça c'est la loi de la nature. Le tigre a besoin de tuer une antilope pour manger. Le chasseur africain qui le fait, c'est son droit, la nature lui donne. À ce moment-là, une antilope, vous savez, c'est tout un rituel d'offrande, justement. Et si vous voulez, ces rituels d'offre d'animaux les uns par rapport aux autres, qui est général, nous prouvent que c'est un jeu permanent de transmutation de conscience de l'une dans l'autre. L'homme ne le fait plus. L'homme, il mange de la viande uniquement pour son plaisir. Or, faites l'expérience, mangez un morceau de viande crue, sans rien dessus, mâchez-le 40 fois, et vous allez le cracher parce que c'est infect. Sachez aussi qu'en plus de ça, un morceau de viande, après 4 heures, a multiplié par 100, je crois, le nombre de bacilles qui y est incorporé, que toutes les viandes sont bourrées d'antibiotiques et bourrées d'hormones. Ne mangez jamais de porc ni de veau si vous voulez un jour rester un peu bien portant, parce qu'il faut visiter un jour les élevages de porcs et de veaux actuels pour vous rendre compte jusqu'où l'homme a dégradé la vie. Et vous ne mangerez plus, si vous êtes un peu réceptif, vous ne mangerez plus aucune viande, pour la bonne raison qu'on n'en a pas besoin. Je suis un exemple vivant, alors qu'on me dit toujours, que l'on m'a toujours enseigné que la viande est absolument nécessaire. Je vous certifie que je n'en mange jamais, sauf quand ça se présente, pour ne pas offusquer la personne qui me la donne, parce que ce serait plus mauvais de lui faire de la peine que de manger son morceau de viande. Hein? Vous nous avez laissé entendre tantôt, en passant très rapidement, sur le dernier tabou, la mort, de ne pas se laisser enterrer dans un cercueil de plomb. Mais que dites-vous de l'incinération? Et après, je vous demanderai de nous donner quelques références livresques. Mais écoutez, évidemment, le problème de la mort est un problème tellement vaste. Je veux bien vous parler de l'incinération, mais ça fait partie, disons, le problème de la compréhension de ce genre de fait, de ce genre de pratique, dépend de toute d'une approche. Hein. Ben, en quelques mots, il est clair que c'est une bonne méthode, mais il ne faut pas la faire n'importe quand et n'importe comment. Une incinération faite sur des bûchers en Inde, après des jours de rituels, bon, a une autre signification. Une incinération est faite en hôpital ici, alors que la personne est morte seule dans une chambre impersonnalisée, puisque 85% de nos gens meurent à l'hôpital aujourd'hui, ce qui est une honte, etc., etc. Donc, l'incinération, oui, mais pas n'importe quand, ni n'importe comment, pour la bonne raison que le feu, ça assure certaines choses. Mais enfin, je ne vais pas commencer à discuter de ça maintenant, parce qu'on n'en a plus le temps. Maintenant, des références livresques. Moi, je crois à une chose, le principal livre que je vous conseille est de méditer, d'étudier, c'est le livre de la nature. Je crois que tout est dedans. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'enseignements ésotériques, métapsychiques, tout ce que vous voulez pour essayer de comprendre le fond des choses. Le fond des choses peut être compris très simplement à partir du moment où on est dans l'amour, où on est par la qualité de l'acte qu'on pose quotidiennement et à chaque moment de son existence. Ça, je pense que c'est le premier livre auquel je fais référence, c'est de découvrir
cette merveille d'amour qui existe dans tous les règnes de la nature et cette complémentarité qui existe. Alors ça, c'est le premier sujet de méditation d'un être qui ressent l'appel de vie dont je viens vous parler. C'est d'essayer de trouver, de voir autour de vous, de dialoguer avec cette matière qui vous constitue. Alors ça, c'est pour moi le meilleur critère de référence. Maintenant, des livres, je vous laisse le choix. Vous en avez énormément, des livres. Quant à l'homéopathie, bon, il y a des tas de livres qui sont écrits, mais vous ne trouverez pas ce que je vous ai dit, en majorité des livres, on ne les aborde pas. Non, je suis en train de préparer quelque chose. Nous venons de voir et d'entendre le docteur Luc Jouret en exclusivité. C'est troublant, n'est-ce pas, puisque nous en entendons parler tous les jours dans les journaux, dans les médias du monde entier actuellement. C'est peut-être l'une des personnes les plus recherchées. Évidemment, au moment où j'ai fait cette émission, on ne l'avait toujours pas trouvé. Oui. Je ne sais pas si vous avez adhéré à l'une ou l'autre de ces idées. Peut-être deviendrez-vous végétarien. Peut-être cesserez-vous de prendre du café. Vous voyez, c'est de cette façon qu'un maître, un gourou, transmet une idée à laquelle on adhère, puis après une deuxième, une troisième, une quatrième, et 5-6 ans plus tard, on est voué corps et âme aux connaissances de ce maître qui nous semble tellement érudit, tellement compétent, qu'on a peut-être perdu le sens du discernement soi-même. Je n'ai pas aujourd'hui osé vous présenter le docteur Jouret comme le gourou, le maître à penser. Vous remarquez, c'est enregistré en novembre 1983 et nous sommes en 94 et je n'en ai jamais plus reparlé. Quoique sa compétence en homéopathie ne laisse aucun doute, j'ai bien sûr senti qu'il y avait un mouvement, d'ailleurs, qui m'avait approché pour que j'y adhère. Je n'aime pas, ni pour moi-même, ni pour mon public, vous imposer une ligne de pensée. Vous avez peut-être pris connaissance de la lettre des Templiers, publiée dans le journal La Presse, vendredi le 7 octobre 1994. Il s'agit là d'une lettre intitulée « Aux épris de justice ». Pourquoi il intitule la lettre aux Templiers et pourquoi se disent-ils en connexion avec l'ordre du Temple, qu'ils appellent eux l'ordre du Temple rénové ou même l'ordre